merci, merci Sandrine. Donc, mesdames les directrices, puisque vous êtes deux, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers doctorants, chers amis, je suis vraiment très heureuse donc d'être ici aujourd'hui parmi vous, dans cette université que je connais si bien. Je suis très heureuse également parce que ça me permet de retrouver, à l'occasion du séminaire de l'UMR DICE, les visages de ceux que j'ai eu le plaisir de côtoyer tout au long de mes années d'études. Les difficultés des derniers mois nous rappellent que les choses, même les plus banales, même les plus insignifiantes, ne vont pas nécessairement d'elles-mêmes, et donc ça m'invite à apprécier d'autant mieux ces retrouvailles de quelques heures. Je souhaiterais d'ailleurs au passage saisir l'occasion de mon intervention du jour pour adresser une pensée affectueuse à Christine Boissac, qui a pris sa retraite le mois dernier, si j'ai bien compris, mais que je n'ai pas pu revoir en raison d'un planning de cours extrêmement chargé, cours, colloques, comités divers et variés. Donc je lui adresse évidemment une pensée très affectueuse. Enfin, évidemment, je voudrais remercier l'exécutif bicéphale de l'UMR, en la personne donc, de Madame Marthe Stefanini et de Madame Sandrine Maljean-Dubois. Merci pour votre invitation, merci pour votre accueil chaleureux et pour le déjeuner très agréable que nous venons de partager. Alors, pour en venir cette fois-ci plus directement au sujet, par souci de clarté, davantage d'ailleurs que par respect des traditions, puisque comme vous le verrez, j'ai choisi de renoncer au traditionnel plan en deux parties. Je diviserai ici mon propos en trois parties, en commençant tout d'abord par un bref historique du sujet, avant d'aborder dans un deuxième temps la démarche intellectuelle qui m'a conduit à le traiter à partir du prisme des liens entre confiance et procédure. Comme vous le constaterez aisément, le sujet est très largement universel. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui ne sont pas internationalistes dans l'UMR. Mes remarques vaudront donc le plus souvent tant dans l'ordre interne que dans l'ordre international. Cependant, en tant qu'internationaliste, évidemment, c'est essentiellement sur l'ordre international que j'axe ma réflexion. Donc il y aura un éclairage plus particulier concernant l'ordre international, mais les remarques, elles, sont très largement applicables même dans l'ordre interne. Dans ma troisième partie, enfin, je vous exposerai les principaux résultats d'un colloque que mes collègues et moi-même avons organisé il y a une dizaine de jours à Nice sur le thème de la confiance dans les procédures devant les juridictions internationales. Un colloque qui a rassemblé une douzaine de participants, pour la plupart juges, conseils ou autres praticiens renommés du droit international, et qui me semble donc être intéressant pour éclairer le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Alors commençons tout d'abord par l'historique du sujet. Le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui ne surprendra pas ceux qui m'ont connu à l'époque, il faut bien le dire, pas si lointaine, où je préparais, ici même au CERIC, une thèse relative à l'expertise dans les procédures contentieuses interétatiques. Ce sujet invitait, à travers l'étude de l'institution qu'est l'expertise, à une analyse approfondie des rapports qui s'établissent entre deux types de rationalité, la rationalité scientifique d'une part, la rationalité juridique d'autre part, sous l'angle en général de leur confrontation et plus rarement de leur complémentarité. Donc les mots-clés de mon intervention d'aujourd'hui, défiance, incertitude, juge et procédure, étaient d'ores et déjà au cœur de mon travail doctoral. La défiance, c'est ce qui caractérise en effet tant le rapport qu'entretient le juge international à l'expert que celui qu'entretiennent les parties au juge international et d'ailleurs aux experts qui pourraient s'adjoindre. L'incertitude, c'est tout à la fois ce qui fonde l'utilité de l'expertise, de la mesure d'expertise, et également ce qui peut en résulter lorsque les attentes auxquelles elle donne lieu sont contrariées. Enfin, la procédure, c'est bien sûr ce qui permet d'encadrer le recours à l'expert, de définir les modalités de réception, les modalités d'intégration de cette rationalité non juridique
dans le cadre très spécifique du procès, et ce, en dépit précisément de l'incertitude et de la défiance qui peuvent s'y attacher. Donc ces éléments permettent de souligner, vous l'aurez compris, la filiation indéniable qu'entretiennent mes travaux actuels avec ma recherche doctorale, ce qui n'est pas la démarche privilégiée d'ordinaire par les jeunes chercheurs ou les jeunes enseignants-chercheurs. À ce stade, en général, il s'agit plutôt de se distancier de ce premier travail que constitue la thèse. Le réflexe, à cet égard, me paraît globalement bien inspiré. Il est justifié, évidemment, par la nécessité de ne pas se laisser enfermer dans les limites d'un sujet qui a servi pendant plusieurs années de matrice intellectuelle aux jeunes chercheurs. Pour autant, il serait certainement très excessif d'en faire une règle générale, une règle d'application systématique, notamment lorsque le travail sur la thèse, dans le cadre de la thèse, plutôt que d'enfermer, a conduit, comme cela s'est avéré être mon cas, à un dépassement très net, au moins sur le plan intellectuel, j'entends, pas dans le cadre de la thèse, un dépassement très net sur le plan intellectuel des limites et des enjeux initiaux du sujet. Alors, pourquoi je parle donc de ce dépassement des limites et des enjeux initiaux du sujet? Parce qu'il m'est apparu, à l'issue de mon travail de thèse, ou plus exactement durant la période de rédaction, que si l'expert est certes parmi les acteurs du procès celui qui incarne le mieux, ou de manière la plus évidente, le sujet dont il est question aujourd'hui, il n'en constitue en réalité qu'un des aspects. C'est, si l'on veut, la face émergée de l'iceberg, absolument pas l'intégralité du sujet. Les difficultés que pose l'expertise, que ce soit dans le prétoire ou même en dehors, sont révélatrices d'un phénomène qui est en réalité bien plus profond. Elles trahissent, selon moi, l'apparition d'une nouvelle ligne de faille quant aux modalités d'interaction entre individus, y compris entre groupes d'individus ou institutions, d'ailleurs. Donc cette nouvelle ligne de faille doit beaucoup à l'irruption de la science et de la technique dans nos vies, à leur omniprésence même, car ce n'est pas tant l'importance qui leur est accordée d'un point de vue académique que l'influence qu'elles exercent à un niveau, il faut le dire, jamais précédemment égalé dans l'histoire de l'humanité sur le quotidien de chacun d'entre nous qui paraît déterminante. À travers l'exaltation de l'idéal de la raison et du progrès, qui est un idéal cher aux Lumières et qui est un idéal également très structurant de la pensée occidentale, à travers aussi les succès indéniables rencontrés au fil du temps et qui se sont encore accélérés ces dernières décennies et plus récemment, avec la crise par exemple sanitaire actuelle, la science et la technique ont profondément bouleversé la manière dont les individus interagissent, tant sur la forme que sur le fond. Par exemple, si l'on prend le développement d'Internet, on notera que sur le plan formel, ce nouvel outil a induit une perception renouvelée de la temporalité et également une horizontalisation puissante des rapports sociaux. Sur le fond, cette fois, on notera également que les succès enregistrés par la science ont permis de repousser constamment les limites de l'inconnu, avec une conséquence précise et vraiment non négligeable pour nos sociétés, qui est que celles-ci sont devenues de plus en plus intolérantes au risque. C'est vrai, bien sûr, dans le champ scientifique et technique, c'est vrai également dans le champ des rapports sociaux. À travers ces exemples limités, on perçoit déjà aisément que les bouleversements induits par cette omniprésence nouvelle de la science et de la technique dans notre vie quotidienne vont bien au-delà, comme je le disais, de la question de l'expertise, qu'elle soit juridictionnelle ou non. Ils vont bien au-delà, de manière plus générale, du champ limité du droit. Ces bouleversements
sont aujourd'hui la cause de nombreuses frustrations, d'inquiétudes, d'incompréhension et même parfois d'opposition, qui sont perçues aujourd'hui comme étant parfois difficilement surmontables dans la société. Et cela est valable aussi bien, donc, à nouveau dans l'ordre interne, que dans le cadre de la société des États, qui me préoccupe plus particulièrement en tant qu'internationaliste. Alors, en m'interrogeant sur la manière de répondre à ces difficultés, j'en suis venue à penser que l'enjeu principal, finalement, pour répondre à ces problématiques de défiance, de doute, d'incertitude, que ce soit d'ailleurs dans le prétoire ou plus largement dans la société, l'enjeu principal, c'est celui de la confiance. Comment percevoir l'importance qu'a la confiance pour répondre à ces questions? Eh bien, c'est tout simplement en réalisant que l'incertitude et le risque ne sont pas des éléments nouveaux. En réalité, la gestion de l'incertitude et la gestion du risque, c'est un défi majeur de nos sociétés modernes, mais ça n'est pas un phénomène nouveau. À vrai dire, si l'on examine attentivement l'histoire, on réalise sans peine que l'incertitude et le risque constituent l'une des réalités les plus constantes auxquelles les sociétés humaines ont été confrontées. Il ne s'agit pas non plus d'un phénomène qui se serait amplifié, puisque le champ de notre ignorance se réduit précisément chaque jour davantage grâce au succès de la science et de la technique. Si la nouveauté ne vient donc pas de l'incertitude, eh bien, c'est qu'elle vient d'ailleurs précisément de la manière que l'on a d'y réagir. C'est là que se situe l'évolution, c'est là que se situe le changement. La manière d'affronter l'incertitude et le risque a changé. Là où les sociétés humaines élaboraient jadis des stratégies diverses afin de composer avec ce phénomène, des stratégies qui étaient très largement fondées sur la confiance, en tant qu'elle favorise la cohésion, la solidarité face à l'adversité, nos sociétés modernes, elles, ne semblent appréhender la question du risque et de l'incertitude que sous l'angle scientifique ou technique. La science a rendu peu à peu obsolète la confiance en tant qu'outil de gestion de l'incertitude. À la confiance interpersonnelle s'est substituée la certitude issue des propriétés intrinsèques à l'énoncé scientifique, avec une conséquence inévitable: nous n'aurions plus besoin de faire confiance puisque nous pourrions désormais être sûrs. Bien entendu, la situation actuelle l'atteste, les difficultés que j'ai mentionnées tout à l'heure l'attestent également. Il s'agit là d'un leurre, outre que la science n'est évidemment pas aussi omnipotente qu'elle y paraît. Elle n'est pas moins affaire de confiance, d'aucuns d'ailleurs, je pense aux philosophes des sciences Kuhn et Feyerabend, disent même de croyance. Elle n'est pas moins affaire de confiance que ne l'étaient les anciennes stratégies d'adaptation privilégiées par les sociétés humaines. Cela nous ramène donc à la confiance, qui, en tant qu'antidote naturel à l'incertitude et à la défiance, ne peut manquer de s'imposer comme un angle d'analyse essentiel du sujet que j'ai retenu aujourd'hui. Alors, dans une seconde partie, il s'agira d'expliciter désormais la démarche intellectuelle qui m'a amené à privilégier l'étude de la confiance sous l'angle des liens qu'elle entretient à la procédure. On revient donc cette fois-ci, les considérations précédentes étaient relativement générales, elles n'étaient pas même propres au domaine juridique. Cette fois-ci, l'on recentre donc la focale sur le domaine proprement juridique et sur le procès. Pourquoi donc avoir envisagé l'étude de la confiance sous l'angle de ses liens avec la procédure?
Alors, si l'on s'en tient à son étymologie, la confiance, elle vient du latin cum, avec, et fidere, se fier. C'est donc se fier avec ou encore se fier à. La confiance, disais-je, c'est donc le sentiment de se fier à quelqu'un ou à quelque chose, selon les dictionnaires Littré et Robert. C'est encore, selon le dictionnaire Trésor de la langue française, la croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne, qui fait que l'on est incapable d'imaginer de la part de cette personne tromperie, trahison ou incompétence. En d'autres termes, la confiance peut s'analyser, si l'on voulait résumer, comme une croyance dans la bonne foi, la sincérité, la loyauté, la fidélité d'autrui. Alors, à entendre ces définitions, on réalise aisément que la confiance relève davantage du phénomène psychosocial que du concept juridique. C'est d'ailleurs ce que notait il y a quelques mois encore ma collègue Christine Guébeau dans le cadre de son intervention lors du colloque annuel 2019 de l'Institut fédératif de recherche de la faculté de droit de Nice. Elle évoquait fort justement ses doutes quant à la juridicité de la confiance. Je vais donc répondre d'emblée à la question que vous ne manquerez pas de vous poser, la question préliminaire que vous ne manquerez pas de vous poser. Pourquoi alors étudier la confiance en droit? Cela est-il même possible? Je répondrai à cet égard que, en laissant de côté les querelles théoriques relatives au fondement du droit et à sa scientificité, il est une réalité qu'il paraît difficile d'ignorer. Je fais référence ici, bien sûr, au rôle de régulation sociale dont est investi le droit. Il n'y a pas si longtemps, à Nice, une étudiante est venue me demander si le droit international était bien du droit. Elle me posait la question car ses professeurs de relations internationales avaient, semble-t-il, émis l'opinion contraire, en expliquant que le droit international, n'étant à même de produire ses effets qu'avec l'accord et la collaboration des États, il ne pouvait véritablement se définir comme du droit. La critique, bien connue des internationalistes, procède selon moi d'une incompréhension de ce qu'est le droit. Le droit ne s'impose pas principalement ou même essentiellement à ces sujets parce qu'il existe un pouvoir susceptible de les contraindre à le respecter, mais parce qu'il répond tout simplement à un besoin de conservation, une nécessité fondamentale, fort bien décrite au demeurant par Thomas Hobbes, de réguler le vivre ensemble pour échapper à l'état de nature et à la loi du plus fort qui le gouverne. L'existence d'un droit visant à réglementer, fût-ce à minima, les relations entre des États souverains, en est d'ailleurs la preuve la plus éclatante. Or, le fait est que la capacité du droit à jouer ce rôle de régulation sociale dépend toujours, bien qu'à des degrés divers, de l'adhésion du groupe social considéré à la norme juridique. Cela est particulièrement évident dans l'ordre international, mais il n'en va pas fondamentalement différemment dans les ordres internes, quelle que soit d'ailleurs la nature du régime politique en place. Il suffit, pour s'en convaincre, d'évoquer pêle-mêle l'assaut donné en janvier dernier sur le Capitole aux fins d'empêcher l'investiture du président élu Joe Biden. On peut évoquer également les puissantes contestations qui ont secoué Hong Kong en 2019 après l'annonce d'un amendement à la loi hongkongaise facilitant l'extradition vers la Chine continentale. On pourra encore, évidemment, si l'on veut se recentrer sur le cas de la France, évoquer la crise dite des Gilets jaunes qui a contraint le gouvernement français à abandonner à l'hiver 2018 son projet de hausse de la fiscalité sur les carburants et à revoir plus largement l'ensemble de sa politique fiscale et sociale. Parce que le droit est un phénomène par essence social, parce qu'il ne peut prétendre réguler durablement et efficacement une société qui le rejette, l'enjeu que représente la confiance ne peut de toute évidence lui être indifférent, que l'on se place dans l'ordre international ou même dans les ordres internes. Voilà donc pour les raisons d'étudier la confiance en droit en général.
Quant aux internationalistes, s'il est une spécificité qui leur commande plus particulièrement de s'interroger autour de la confiance, c'est à mon sens, sans nul doute, celle tenant à la dimension particulière que revêtent les différends entre États, dont les enjeux débordent bien souvent le cadre restreint de l'intérêt des parties. Bien qu'ils soient concurrencés ici et déstabilisés là par des acteurs tels que les entreprises multinationales, les groupes terroristes, les hackers et autres d'ailleurs, l'État demeure encore aujourd'hui la seule entité au monde à posséder des pouvoirs et des moyens d'action quasi illimités, ce qui contribue à conférer à ces décisions une portée toujours plus large et des effets qui peuvent être particulièrement lourds de conséquences à l'échelle interne comme à l'échelle internationale. Or, nous sommes arrivés à un tournant. Après l'extraordinaire développement, l'expansion, si l'on veut, qu'a connu le droit international dans les années 90, un développement qui tendait d'ailleurs à en faire un véritable droit de la coopération entre États, eh bien, le droit international est aujourd'hui entré dans une phase de contraction, suivant le mouvement naturel de l'univers, expansion puis contraction. Près de 76 ans se sont écoulés depuis la signature de la Charte de San Francisco, et nombre des institutions qui en sont issues se trouvent aujourd'hui entravées, si ce n'est d'ailleurs même purement et simplement contestées. Le multilatéralisme cède peu à peu le terrain aux approches bilatérales ou multilatérales restreintes au mieux, les priorités des États se recentrant en ce moment de manière particulièrement évidente sur l'échelon régional et surtout bien sûr sur l'échelon national. Les préoccupations manifestées par les gouvernements en matière de sécurité nationale vont elles aussi croissant et elles se déclinent dans toutes les dimensions. Sur terre, à travers la question de la sécurisation des frontières, en mer, à travers la question de l'accès aux ressources et celle de la liberté de navigation, dans l'espace intra- et extra-atmosphérique, à travers la question de la liberté de navigation à nouveau, mais aussi à travers celle de la recherche d'informations et de l'exploitation des ressources des corps célestes, en ligne enfin, à travers la question du vol de données, des rançons logicielles et des attaques informatiques qui peuvent être lancées sur les infrastructures essentielles des États. Au moment même où l'humanité est confrontée à ce qui constitue probablement son plus grand défi, je parle bien entendu du changement climatique, la tentation du chacun pour soi, alimentée par la peur et par un climat de suspicion généralisée, semble redoubler de puissance. Faut-il alors se résigner? Faut-il accepter l'idée d'un retour en arrière pur et simple? Je ne le pense pas. Sous l'effet combiné du développement d'Internet et des progrès réalisés en matière de transport, le monde a considérablement rétréci en un peu plus d'un demi-siècle. Comme Mireille Delmas-Marty l'a régulièrement souligné ces dernières années, l'interdépendance forte qui s'est installée entre les États et les peuples, d'ailleurs, l'interpénétration des économies, le brassage des cultures sont autant d'éléments nouveaux qui modifient sensiblement la donne par rapport à la situation qui prévalait encore dans la première moitié du XXe siècle. Bien sûr, je n'entends pas par là dire que le risque de guerre serait définitivement jugulé, loin de là. Mais les données de la crise ont en revanche radicalement évolué et à travers cette nouvelle interdépendance, la problématique de la confiance, mécanisme de réduction de la complexité sociale selon Niklas Luhmann, se pose dans l'ordre international avec une toute nouvelle acuité. Cette problématique de la confiance, j'ai choisi donc de l'aborder, comme je l'ai mentionné en introduction de ma présentation, à l'occasion d'un colloque qui a donc été organisé les 3 et 4 juin dernier à Nice et qui s'intitulait « La confiance dans les procédures devant les juridictions internationales ». Pourquoi donc aborder l'étude de la confiance dans le cadre spécifique du règlement juridictionnel des différends internationaux et pourquoi, à l'intérieur de ce cadre du règlement juridictionnel, avoir privilégié l'étude des liens qu'entretient la confiance à la procédure plutôt que, par exemple, la confiance au fond de la décision. Alors, s'agissant du choix du cadre spécifique du règlement juridictionnel, je dirais qu'il se justifie parce que si la confiance est évidemment toujours importante pour parvenir au règlement effectif d'un différend,
cela est d'autant plus vrai dans l'hypothèse assez antinaturelle dans l'ordre international du recours au juge ou à l'arbitre. L'État est un sujet souverain, et ça n'est pas sans méfiance qu'il envisage l'intervention d'un tiers pour trancher les différends auxquels il est partie. Il ne l'accepte d'ailleurs en pratique que de manière exceptionnelle, et généralement parce que le caractère particulier ou sensible du différend tend à rendre globalement inefficaces les modes diplomatiques de règlement des différends auxquels il a recours le reste du temps. Pour ces raisons-là, le règlement juridictionnel est susceptible d'agir comme une sorte de loupe. Il permet, peut-être mieux que d'autres modes de règlement des différends, de mettre en exergue l'enjeu que représente la confiance dans l'ordre international. Par ailleurs, le choix d'étudier la confiance sous l'angle spécifique de la procédure s'est lui aussi imposé assez rapidement, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles tient au fait que la procédure entretient naturellement un lien étroit à la confiance. Dans sa définition juridique communément acceptée, la procédure se compose de l'ensemble des actes et des formalités dont l'accomplissement permet à une juridiction de trancher les litiges qui lui sont soumis. Et donc, on comprend assez aisément que la procédure, finalement, contribue à créer de la confiance entre les acteurs de l'instance. Elle y contribue tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, elle pose, si l'on veut, ce que l'on pourrait appeler les règles du jeu du procès. Elle permet aux parties à l'instance de préparer au mieux la défense de leur cause grâce à ces règles du jeu. Sur le fond, elle permet par le contenu des règles qu'elle édicte de garantir les droits des parties et l'équité de la procédure juridictionnelle, ce qui est essentiel pour convaincre ces dernières de l'intégrité du processus et de la qualité de la décision qui en sera issue. En d'autres termes, la procédure est peu ou prou à la décision juridictionnelle ce que la méthodologie en sciences dures est à l'expérience scientifique. Indépendamment de sa valeur et de ses qualités intrinsèques, le résultat de l'expérience n'a de crédibilité et de légitimité que celles qui lui sont conférées par la procédure. Celle-ci pose, pour le dire encore d'une autre manière, les conditions auxquelles les uns et les autres acceptent d'accorder leur confiance et de reconnaître la validité du résultat. Une seconde raison justifiait également, à mon sens, de privilégier une étude sous l'angle spécifique des liens entre confiance et procédure. Le fait est que ces liens ont rarement été explorés par le passé, et lorsqu'ils l'ont été, c'était presque exclusivement à travers le prisme soit du droit au procès équitable, soit de la sécurité juridique. Bien sûr, ces concepts participent de la problématique de la confiance, il n'y a pas de doute. En revanche, il paraît tout aussi évident qu'ils ne sauraient à eux seuls la résumer. Ils ne sauraient la résumer, d'une part, parce qu'ils ignorent certains aspects procéduraux qui influencent grandement le type de relation qui se tisse entre les acteurs de l'instance. C'est une partie qui, ici, intéressera plus particulièrement donc, les internationalistes ou les comparatistes, un peu moins les internistes, mais il est utile quand même de mettre l'accent sur cet aspect. Je parle de la conciliation par les juridictions internationales de leur double héritage continental et de common law. Cette question, à laquelle nous avons consacré la première table ronde du colloque des 3 et 4 juin, est une question qui demeure très largement en dehors des considérations liées au procès équitable et à la sécurité juridique, et pourtant, c'est une question qui est essentielle pour l'étude d'un enjeu comme celui de la confiance. Elle est essentielle parce que ces deux traditions, common law d'un côté, droit continental de l'autre, développent, on le sait, des visions sensiblement différentes du rôle de la justice et des visions également sensiblement différentes du rôle des acteurs de l'instance, qu'il s'agisse du juge ou des parties. Outre bien sûr la question des enjeux politiques, des enjeux de représentativité qui peut se cacher derrière la question de la conciliation entre ces différentes traditions juridiques, aborder finalement cette question, ça revient à s'interroger sur les attentes et les besoins
de ces justiciables particuliers que sont les États, autant que d'ailleurs sur la manière dont le juge international lui-même appréhende son office. À cet égard, la plus ou moins grande adéquation existant entre la vision des uns et des autres sera un élément déterminant pour comprendre le type de relations qui s'établissent entre les acteurs de l'instance. Par ailleurs, le fait qu'un aspect procédural donné soit effectivement appréhendé à travers le droit au procès équitable ou à travers l'enjeu de la sécurité juridique, cela n'épuise évidemment pas la question de ces liens avec la problématique de la confiance. La confiance constitue un enjeu bien plus large que celui de la seule garantie des droits fondamentaux des justiciables que reflètent les deux concepts que je viens de citer. Ainsi, par exemple, la gestion du temps, la gestion de la confidentialité, la gestion des formes dans le procès peut parfaitement remplir les exigences très spécifiques et, à vrai dire, nécessairement limitées au vu de leur objet, du droit au procès équitable, sans pour autant paraître pleinement satisfaisante pour les parties. C'est la raison pour laquelle il m'a paru nécessaire, et nous l'avons fait dans le cadre des deuxième et troisième tables rondes du colloque, d'envisager l'étude de ces aspects procéduraux déjà bien connus sous l'angle plus large des liens qui existent entre confiance et bonne administration de la justice d'une part, entre confiance et formalisme d'autre part. Alors, sur le plan méthodologique, maintenant, l'étude de la confiance se heurte bien évidemment à une difficulté particulière qui tient au caractère subjectif, émouvant du concept. La confiance est un vocable qui est aujourd'hui très à la mode dans l'espace public. Il ne se passe pratiquement pas un seul jour sans que nous en entendions parler. Je rappellerai la dernière en date, c'est la loi pour la confiance dans la justice défendue par M. Dupond-Moretti. Donc la confiance est aujourd'hui un vocable extrêmement à la mode, très populaire dans l'espace public, et néanmoins, c'est un concept qui n'en demeure pas moins difficile à saisir dans sa substance, à tel point que parfois la confiance se trouve assimilée à ce qui représenterait plutôt son opposé, à savoir la certitude. Comme le soulignait fort justement à cet égard le philosophe et sociologue allemand Jörg Simmel au début du siècle dernier, la confiance est un état intermédiaire entre le savoir et le non-savoir. Et de fait, en effet, lorsqu'on y réfléchit, si celui qui ne sait rien peut difficilement faire confiance, celui qui sait tout, en revanche, n'a tout simplement plus besoin de faire confiance. Cela permet de mieux situer, je dirais, la confiance dans le discours public actuellement et d'identifier aussi un certain nombre de contresens qui sont abondamment relayés ces derniers mois et ces dernières années. Je prendrai par exemple l'exemple de la blockchain, pour en prendre un au hasard. Donc ces dernières années, nous avons beaucoup entendu ce discours qui ferait de la blockchain un moyen de rétablir la confiance. Eh bien, cette idée-là, ce discours-là, me semble procéder d'un formidable contresens. Pourquoi? Tout simplement parce que la confiance suppose invariablement une part d'ignorance, la confiance suppose une part de doute, elle suppose en d'autres termes une prise de risque. Or, ce que la technique de la blockchain nous propose, c'est précisément tout l'inverse. La blockchain vise à éviter le risque, à prévenir tout risque. Dans nos sociétés modernes, que les succès de la science et de la technique ont rendu, je l'ai déjà souligné, hautement intolérantes au risque, il n'est donc pas étonnant que l'étude de la confiance suscite un certain malaise, une certaine déstabilisation et quelques hésitations. Mais pour autant, comme le laisse entendre la citation de Jörg Simmel, la rationalité n'est pas exclue de l'enjeu que représente la confiance. Faire confiance, cela revient certes à prendre un risque, mais les décisions des uns et des autres en la matière procèdent généralement d'un choix parfaitement raisonné, ce qui rend donc possible, évidemment, leur étude. Cependant, à identifier les éléments susceptibles d'influencer de manière prépondérante les choix que nous faisons tous
en la matière chaque jour. Dans le cadre du colloque des 3 et 4 juin dernier, j'ai formé l'hypothèse que ce choix pourrait être déterminé essentiellement par les interactions entre deux éléments. Le contexte d'une part et l'expérience de celui dont on sollicite la confiance d'autre part. Cela nous a conduit à adopter un double parti pris sur le plan méthodologique. D'une part, nous avons choisi de décliner le thème de chaque table ronde dans 4 types de contentieux différents, afin de mettre en exergue l'influence qu'exerce le contexte sur les attentes, sur les besoins et sur les craintes des acteurs du procès, c'est-à-dire, en d'autres termes, afin de mettre en exergue l'influence qu'exerce le contexte sur les modalités de la confiance. D'autre part, on aura cherché à adosser la réflexion théorique sur la confiance à une démarche éminemment empirique, en sollicitant dans le cadre de chaque table ronde les témoignages et les réflexions d'intervenants, fussent-ils juges, arbitres, conseils ou autres, possédant une indéniable expérience pratique de la justice internationale. J'en arrive donc à ma troisième et ultime partie, les résultats obtenus lors du colloque des 3 et 4 juin 2021. Je m'appuierai ici très largement pour cet exercice de restitution sur les conclusions du professeur Alain Pellet, que nous avons eu évidemment la joie d'accueillir, qui plus est sur place à Nice pendant la durée du colloque, et dont je me réjouis de pouvoir évidemment me faire l'écho lors de cette intervention. Alors, avec une approche davantage respectueuse évidemment que la mienne aujourd'hui des traditions, le professeur Pellet a consacré la première de ces 2 parties à l'identification des facteurs de la confiance dans les procédures internationales. Sur la base des interventions des différents participants au colloque et des débats d'ailleurs auxquels celle-ci avait donné lieu, il devait relever, non sans une certaine surprise, largement partagée, je dois l'avouer, en ce qui me concerne, que ces facteurs ne varient en fait qu'assez peu, en dépit d'ailleurs de la grande diversité des juridictions envisagées. Ainsi, bien que certaines spécificités puissent induire spontanément des attentes supplémentaires, les facteurs de base, si l'on peut dire, de la confiance semblent pour l'essentiel être identiques, que l'on se trouve devant la Cour internationale de justice ou le Tribunal international du droit de la mer, que l'on se trouve devant un panel de l'organe de règlement des différends de l'OMC ou devant un tribunal arbitral CIRDI, devant la Cour pénale internationale ou la Cour de justice de l'Union européenne, ou même encore devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez, c'était assez large, le panel des juridictions que nous avions retenu. Donc, ces facteurs de base de la confiance, quels sont-ils? Alors, étant entendu que les intervenants avaient retenu une vision assez large du terme procédure, il semble que l'on puisse en dénombrer 4 principaux. Le premier tient à la composition de l'organe saisi. Ce facteur se subdivise lui-même en plusieurs sous-facteurs. Un premier sous-facteur à envisager concernerait la question de la taille de la formation de jugement. Ce qui ressortait des interventions et des discussions qui ont suivi, c'est que les formations restreintes suscitent de manière presque systématique des craintes chez les justiciables. Dans le contentieux interétatique tout particulièrement, les États y voient un risque évident de surreprésentation des opinions d'un juge qui leur serait défavorable, alors même que, évidemment,
ces opinions-là seraient davantage diluées dans une formation à 15 ou à 21. Un second sous-facteur concernerait la question des modalités de désignation des membres de la juridiction. Alors, à cet égard, il semble que les parties à l'instance, au moins les parties étatiques, semblent davantage rassurées lorsqu'elles peuvent choisir leur juge, ce qui ne nous surprendra pas, évidemment, mais qui, en revanche, laisse le professeur Pellé manifestement dubitatif. Il nous a expliqué qu'au regard de son expérience, même dans le cadre arbitral, on ne choisit pas vraiment ses juges. Le président est choisi par compromis, le président de la juridiction arbitrale, ce qui renvoie toujours à un choix par défaut. C'est le choix le moins mauvais, le moins risqué possible. Et pourtant, le président du tribunal arbitral bénéficie d'une voix prépondérante. Évidemment, il est celui qui départage en cas d'égalité. Le professeur Pellé a également insisté sur le fait que, si elle est sans doute inévitable, l'extrême politisation de la nomination des juges internationaux est un élément de nature à miner de manière évidente la confiance dans la juridiction. À cet égard, la crise que vit actuellement l'organe d'appel de l'ORD illustre parfaitement bien cette réalité. Cette politisation extrême est d'ailleurs encore renforcée par un dernier élément, lui aussi de nature à miner la confiance dans les juridictions. C'est le fait que le monde du droit international public est finalement un très petit monde. Feu Sir Ian Brownlee parlait d'ailleurs de la mafia du droit international. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un contentieux d'exception, avec peu d'affaires, ce qui signifie donc logiquement peu de juges et peu de conseils. La conséquence en est donc que tout le monde se connaît, et se connaît même en général très bien, ce qui présente des risques indubitables pour la confiance dans la juridiction. Certes, l'éthique irréprochable, d'après le témoignage des uns et des autres, permet sans doute sur le fond de limiter les risques, mais il faut bien reconnaître qu'elle ne compense que très imparfaitement les enjeux, ou du moins les risques qui existent à l'égard en matière de confiance, puisque tout simplement la justice n'est pas simplement, ne doit pas simplement être faite. La justice, c'est aussi affaire d'apparence. Et de ce point de vue-là, du point de vue de la théorie des apparences, il va de soi que ça n'est pas parfaitement satisfaisant. Enfin, un troisième sous-facteur à envisager concernant la question de la composition de l'organe saisi serait celui de la qualité des juges qui composent la formation de jugement. Il s'agit là d'une question très intéressante que nous n'avons pas l'habitude de nous poser en ces termes. Une vraie question de praticien. A-t-on toujours besoin de très bons juges pour avoir confiance dans la juridiction? S'il est évident qu'il est toujours souhaitable que le juge ait une maîtrise correcte du DIP, le professeur Pellé a souligné que le fait qu'il ne soit pas trop bon est précisément parfois ce qui va contribuer à donner confiance à une partie dont le cas paraît juridiquement mal engagé. Voilà pour le premier critère, ou le premier ensemble de critères qui contribuerait à la confiance. Le deuxième critère concerne la compétence de la juridiction. Les justiciables, qu'ils soient
étatiques, qu'ils aient la qualité d'État ou que ce soit d'ailleurs des particuliers, semblent davantage avoir confiance dans une juridiction choisie que dans une juridiction imposée. Dans le contentieux interétatique en particulier, le professeur Pellé a souligné que s'il faut encourager le consentement des États à la compétence des juridictions internationales, ce consentement doit en revanche pouvoir être donné au cas par cas, si l'on souhaite pouvoir les apprivoiser. Le fait est que les États sont souverains, que le droit international public n'est pas fondé sur des procédures juridiquement obligatoires, et que le règlement juridictionnel n'est donc qu'un moyen parmi d'autres, un moyen exceptionnel au surplus, je le redis, de règlement pacifique des différends. Il serait donc tout à fait erroné de penser que le règlement juridictionnel est nécessairement la panacée. S'il y a consentement de l'État à la compétence de la juridiction, cela peut effectivement très bien fonctionner, mais sans cela, il semble que ce soit une fausse bonne idée. À cet égard, on renverra d'ailleurs à la multiplication récente des hypothèses de non-exécution ou de non-présentation, de non-exécution des décisions et de non-présentation, notamment devant la Cour internationale de justice. Donc on voit bien qu'effectivement, ça n'est sans doute pas un élément, forcer le consentement n'est sans doute pas un élément qui serait dans l'intérêt d'une bonne justice et qui susciterait la confiance des justiciables. Troisième ensemble de critères qui susciteraient la confiance, les aspects procéduraux au sens strict cette fois. On peut distinguer ici 4 éléments clés. Tout d'abord, la stabilité. Alors, il s'agit de la stabilité du cadre réglementaire, autant d'ailleurs que la stabilité de la jurisprudence. S'agissant du cadre réglementaire, l'effet contre-productif des trop nombreuses modifications des règlements des juridictions internationales a été souligné par plusieurs intervenants qui ont renvoyé notamment à feu les tribunaux pénaux internationaux ou même d'ailleurs à la CIJ et à ces fameuses instructions de procédure. S'agissant de la jurisprudence, le problème est évidemment toujours de trouver l'équilibre entre rigidité et sécurité, mais dans l'ensemble, il semble que la jurisprudence des juridictions internationales soit une jurisprudence assez stable et qui contribue plutôt à la confiance des justiciables, que ce soit les justiciables étatiques ou les personnes privées. Deuxième élément clé, après la stabilité, le contradictoire. Sans contradictoire, pas de crédibilité. C'est ce qui ressortait, peu ou prou, de l'ensemble des communications que nous avons reçues. À cet égard, un phénomène récent doit retenir l'attention d'ailleurs, c'est la volonté de certains États d'être présents tout en n'étant pas présents devant la juridiction. En d'autres termes, la volonté des États d'affirmer leur opposition à la compétence de la juridiction tout en forçant en quelque sorte son fort par la suite en essayant d'imposer de l'extérieur leur vue. On pensera par exemple à l'arbitrage sur la mer de Chine méridionale entre les Philippines et la Chine, à l'affaire relative à la sentence arbitrale du 3 octobre 1899 entre le Venezuela et le Guyana, ou à l'affaire actuellement pendante de la délimitation maritime dans l'océan Indien entre la Somalie et le Kenya, par exemple. C'est donc ici un détournement flagrant de procédure qui est évidemment susceptible de miner la confiance dans la juridiction. Troisième élément clé, le formalisme. Le respect des formes est important, de toute évidence.
il conditionne la confiance des uns et des autres. Et à cet égard, l'un des enjeux les plus importants semble être celui de la solennité. Le professeur Pelé a insisté sur le fait que la très grande même solennité de la procédure est un facteur essentiel dans le cadre du contentieux interétatique. Ce que je tempérerai peut-être du point de vue de mon expérience spécifique en lien avec l'expertise. Sur les questions d'expertise, cela dépend. Une moindre solennité de la procédure, je pense notamment à l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, permet parfois d'obtenir des résultats qui sont bien meilleurs que ceux que l'on obtient devant des juridictions où la solennité est particulièrement poussée, comme la Cour internationale de justice ou le Tribunal international du droit de la mer. Donc, je dirais que ça dépend plus ou moins des circonstances, mais en tout état de cause, il semble que dans le cadre du contentieux interétatique, la solennité soit un enjeu majeur. Pour une raison simple, c'est que l'on ne s'adresse pas simplement aux États. Il y a également, et notamment devant la Cour internationale de justice, qui traite d'affaires qui sont généralement sensibles pour les États, on s'adresse également aux opinions publiques. Et grâce à cette solennité, eh bien, les opinions publiques ont sans doute le sentiment que l'affaire est sérieuse. Elles ont le sentiment que les enjeux de cette affaire, qui sont importants pour elles, sont également pris au sérieux par la Cour. Enfin, quatrième élément clé, c'est l'équilibre entre transparence et discrétion. Dans le cadre de l'organisation du colloque, nous avions pris le parti d'évoquer, dans le cadre d'une intervention, la question de la transparence dans les contentieux du sport et la question de la confidentialité, à l'inverse, dans les contentieux économiques ou d'investissement. Parce que, sans doute, c'était ce qui paraissait le plus évident au regard des critiques qui sont adressées, par exemple, au tribunal arbitral du sport, et au regard des enjeux en matière de droit des investissements. Ceci dit, il semble que la confiance procède plutôt, non pas tellement seulement de la transparence ou seulement de la discrétion, mais plutôt d'un équilibre à trouver entre les deux. Dans toute la mesure du possible, il va de soi que le débat doit être public. Cela est rattaché effectivement à l'idée d'un procès équitable, à l'idée également de la justice en train de se faire. Donc, dans toute la mesure du possible, le débat doit être public et cela participe de la confiance. Mais dans certains cas, la confiance résultera davantage de la discrétion et de la confidentialité. Le plus souvent, il faudra en tout cas, notamment dans ce type de contentieux, trouver un certain équilibre entre les deux. Le professeur Pelé a également mis l'accent sur le fait que cet équilibre dépend essentiellement de ceux à qui on s'adresse, c'est-à-dire ceux dont on recherche la confiance. Est-ce qu'on recherche la confiance des opinions publiques? Est-ce qu'on recherche la confiance des États? Est-ce qu'on recherche la confiance de la communauté internationale dans son ensemble? Il est évident que cela nous conduit à privilégier un équilibre différent entre ces deux critères. S'il s'agit de la confiance de la communauté internationale dans son ensemble, la transparence est évidemment absolument nécessaire, comme en matière pénale, par exemple, devant la Cour pénale internationale. Il va de soi que là, la confidentialité, le plus souvent, n'est pas souhaitable. A l'inverse, si l'on recherche la confiance des États parties aux différends, la discrétion pourra induire davantage de confiance, notamment donc dans les contentieux qui mettent en jeu des intérêts économiques en matière d'investissement, etc. La discrétion pourra induire davantage de confiance que la transparence. C'est donc à chaque fois un curseur à placer entre l'enjeu que représente la transparence et l'enjeu de la discrétion et de la confidentialité. Voilà pour le troisième ensemble de critères qui contribuent à la confiance. Enfin, le quatrième et le dernier ensemble de critères
tiennent à la décision elle-même. Cette décision, elle doit être évidemment prévisible, mais je l'ai déjà abordé, j'ai déjà abordé l'enjeu de la prévisibilité tout à l'heure lorsque j'évoquais la stabilité du cadre réglementaire et de la jurisprudence, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Elle doit être prévisible, elle doit aussi être compréhensible et acceptable. Le caractère compréhensible tient tant à la langue qu'à l'explicitation du raisonnement et des motifs. Ou encore, et ça on y pense souvent beaucoup moins, à la question de la culture juridique. Les juridictions doivent manifestement veiller à ne pas s'enfermer dans l'une des deux grandes cultures juridiques que sont la common law et le droit continental. À l'heure actuelle, tout particulièrement, elles doivent résister à l'hégémonie revendiquée par la première, et il en va là de la capacité des États de tradition continentale à comprendre et à adhérer à la démarche intellectuelle des juridictions. Cela nous amène à l'acceptabilité finalement de la décision. Les bonnes décisions sont donc celles qui sont acceptables, et elles ne le sont pas tant parce qu'elles donneraient aux uns et aux autres ce qu'ils veulent, que parce qu'elles n'humilient pas les parties. C'est un point sur lequel le professeur Pellé a beaucoup insisté. Dans la seconde partie de ses conclusions, le professeur Pellé a souhaité, selon ses propres termes, élargir la focale et souligner que les questionnements, finalement, et les débats qui nous avaient animés durant 2 jours avaient permis l'émergence d'une autre question, finalement, beaucoup plus vaste. Cette autre question ne concerne plus seulement la confiance dans les procédures devant les juridictions internationales, mais la confiance dans les juridictions internationales elles-mêmes, et plus largement, la confiance dans le droit international. En effet, on a décelé chez la plupart des participants une inquiétude manifeste qui était très largement partagée. L'idée, c'est probablement qu'il y a toujours d'ailleurs des hauts et des bas dans le baromètre de la confiance envers les juridictions internationales et envers le droit international plus largement. Mais le sentiment qui domine actuellement et qui dominait parmi les participants au colloque est que nous vivons actuellement une phase d'étiage et que malheureusement les perspectives de remontée des eaux ne sont pas excessivement encourageantes. Le droit international a été humilié pendant 4 ans par la première puissance mondiale, ça laisse des traces. Il continue d'être foulé aux pieds par nombre d'États parmi les plus puissants de la planète et dont tous ne sont malheureusement pas des dictatures. Comme je l'évoquais il y a quelques minutes, les refus d'exécution des décisions des juridictions internationales se multiplient. La Chine et la Russie ne sont pas les seuls à s'adonner à la pratique. Je pensais à l'arbitrage sur la mer de Chine méridionale ou par exemple à l'affaire de l'Arctic Sunrise. On notera également par exemple le cas de la Colombie dans l'affaire du différend territorial et maritime contre le Nicaragua, la Croatie dans l'arbitrage relatif à la délimitation territoriale et maritime qui l'opposait à la Slovénie, l'Italie évidemment dans l'affaire sur les immunités juridictionnelles, ou même le Royaume-Uni plus récemment dans l'affaire concernant le vote des prisonniers devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on le voit, les refus d'exécution des décisions des juridictions internationales, ça n'est plus quelque chose de si exceptionnel. Ça reste évidemment encore un phénomène minoritaire, mais ceci dit, ça se répand. Le capital de légitimité des juridictions peut évidemment varier dans le temps, mais à l'heure actuelle, la défiance ou la perte relative de confiance dans la justice internationale paraît cependant très marquée.
Le professeur Pellet note qu'il y a d'ailleurs peut-être là le reflet d'un phénomène plus général. Ce phénomène, il n'est pas propre au droit international. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si M. Dupond-Moretti, comme je l'ai dit tout à l'heure, se démène en ce moment pour faire voter une loi pour la confiance dans la justice. Il s'agirait donc plutôt d'une perte de confiance dans la justice en général. Et il semble que les individus, les opinions publiques, n'ont pas davantage confiance dans leur justice nationale que les États dans la justice internationale. Alors cependant, et c'est là une raison de positiver, au moins pour les internationalistes, cet état de fait serait, à ses yeux, peut-être moins grave au plan international qu'il ne l'est au plan interne, puisque, comme nous l'avons dit, la justice internationale est une justice d'exception. Il y a donc bien d'autres moyens de règlement des différends qui fonctionnent plutôt très efficacement dans l'immense majorité des cas. Et cette défiance relative à l'égard des juridictions internationales n'implique donc pas de risque immédiat, bien qu'elle soit préoccupante. Sur cette note d'un optimisme tout relatif, j'arrive donc au terme de cet exercice de restitution, plus largement de ma présentation, dont j'espère qu'elle n'aura pas été trop indigeste. Je vous remercie évidemment pour votre attention et je me tiens également à votre disposition pour d'éventuelles remarques ou d'éventuelles questions auxquelles je vais tenter de répondre de manière la plus concise possible pour vous laisser éventuellement le temps de profiter, même à minima, du repos de la pause méridienne. Merci beaucoup.